Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat pour les questions cribles thématiques consacrées aujourd'hui à la dotation globale de fonctionnement. Ce concours financier de l'État au budget des collectivités est en forte baisse et c'est une situation que les sénateurs dénoncent avec force. Ils y sont très sensibles, d'autant, je vous le rappelle, qu'ils représentent constitutionnellement les territoires. Alors, pour situer quelques chiffres, après un premier coup de rabot de 1,5 milliard d'euros en 2014, les collectivités vont voir leur dotation baisser de 3,67 milliards d'euros en 2015 et au total, elles vont subir une baisse de 11 milliards entre 2015 et 2017. Rappelons que le gouvernement a promis d'économiser 50 milliards d'euros sur la dépense publique et donc voilà les collectivités qui sont mises à contribution. Face au gouvernement, les collectivités annoncent un possible recul de l'investissement de 30%. Pour faire face à cette nouvelle donne, plusieurs villes ont déjà alourdi leur fiscalité. D'autres maires ont choisi le report de certains projets. Tout de suite donc, on va prendre la direction de l'hémicycle. C'est Gérard Larcher qui préside la séance. À Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget, et à Monsieur André Vanini, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Et ces questions poseront sur la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur France 3 et Public Sénat. Je voulais saluer les deux ministres au banc du gouvernement. Et nous allons commencer d'abord en donnant la parole à notre collègue André Gattolin pour le groupe Écologie. Je rappelle que c'est 2 minutes. 2 minutes pour le gouvernement et 1 minute pour la réplique. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, puisque j'ai l'honneur d'ouvrir cette séance de questions, j'aimerais vous poser une question d'ordre général portant sur le lien de solidarité qui unit l'ensemble de nos collectivités territoriales et qui se concrétise par une péréquation de leurs ressources. La récente réforme de la carte des régions va avoir un impact direct sur la manière d'appréhender les inégalités territoriales. En effet, en diminuant le nombre de régions et en augmentant leur taille, mécaniquement, on va transformer un certain nombre d'inégalités qui étaient jusque-là interrégionales en inégalités intrarégionales. Ma question, Monsieur le Ministre, est donc la suivante. Quelles conséquences doit-on tirer en matière de péréquation de ce transfert d'inégalités à un échelon subrégional ? Par exemple, ne devrait-on pas transférer une partie de la dotation de péréquation régionale aux échelons inférieurs? Ne devrait-on pas également fixer des objectifs forts aux régions en matière de réduction de leurs disparités territoriales? L'exemple de l'Île-de-France, qui préfigure un peu ce que seront les grandes régions, est en effet préoccupant. Alors qu'elle est la région la plus riche de France, et même une des plus riches d'Europe, les inégalités y sont non seulement plus importantes qu'ailleurs, mais elles s'accroissent aussi plus vite, accentuant inexorablement la ségrégation spatiale. Alors, Monsieur le Ministre, comment faire pour que la fusion des régions n'entraîne pas, en matière d'inégalité, nos nouvelles régions sur la voie de ce qu'on observe déjà en Île-de-France? Je vous remercie. Bien, pour vous répondre, mon cher collègue, la parole est à André Vanini, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, la fusion de certaines régions au 1er janvier prochain, inscrite dans la loi du 17 janvier 2015, aura bien sûr des conséquences sur leurs ressources fiscales, comme sur le montant de leur DGF. Le gouvernement a prévu dans la loi des dispositions relatives à la fusion des ressources fiscales et le PJL note, le projet de loi Nouvelle organisation territoriale de la République, qui est à examiner ici au Sénat il y a quelques jours, qui va venir devant l'Assemblée en deuxième lecture à la fin du mois de juin, précise les mécanismes d'harmonisation des tarifs et des taux de certaines de ces recettes fiscales, aujourd'hui différents d'une région à l'autre. Les transferts de compétences départementales aux régions, ainsi que le choix de la région comme collectivité chargée du développement économique, nécessiteront bien sûr, dans les lois de finances à venir, des dispositions spécifiques. Le calcul des dotations forfaitaires des régions est simple et permet de rapprocher les dotations par habitant, parfois différentes aujourd'hui d'une région à l'autre, sans qu'il y ait d'effets non maîtrisés. Je vous rappelle que la dotation forfaitaire des régions représente 4 600 millions d'euros sur 4 800 millions d'euros de DGF global que perçoivent les régions. Avec 200 millions d'euros de péréquation, il s'agit donc de réduire les inégalités entre régions et les mécanismes
de la dotation de péréquation se traduira en 2015, à règle inchangée, par des différences significatives entre la somme des dotations de péréquation perçues par les anciennes régions aujourd'hui et les droits des régions fusionnées demain. L'impact pourrait être étendu par le biais des critères de répartition utilisés pour les autres régions, car c'est une répartition à enveloppe fermée, vous le savez. L'objectif du gouvernement est de concilier la prise en compte de la situation de chaque région au sein de l'ensemble des régions d'une part, et le souci de ne pas déstabiliser les budgets des régions fusionnées ou non d'autre part. Des simulations sont en cours et un travail conjoint avec l'ARF nous permettra de proposer les dispositions législatives adéquates au projet de loi de finances 2016, dispositions que vous aurez donc l'occasion d'examiner à l'automne prochain. Monsieur Gattolin. Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Et vous avez vu, je n'ai pas abusé de mon temps pour la première question. Donc, dans ma réplique, je voudrais simplement compléter mon propos initial. Et même si cela ne concerne pas directement la DGF, j'aimerais ajouter que la fusion des régions va également avoir un impact sur la répartition des fonds européens de développement régional, les fameux FEDER. Il serait intéressant, donc, Monsieur le Ministre, de pouvoir disposer de projections à cet égard pour savoir si le volume global attribué à la France en sera affecté et s'il n'y aura pas trop de régions perdantes. Il reviendra ensuite aux régions de s'assurer que la répartition des fonds au sein de leur territoire ne méconnaisse pas trop la répartition antérieure. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est maintenant à Madame Marie-France Beaufils pour le groupe communiste, républicain et citoyen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Depuis quelques mois, Madame Pires-Beaune, députée du Puy-de-Dôme, poursuit le travail engagé avec Jean Germain. Elle a déjà mené de nombreuses consultations pour définir, si possible, avec les associations d'élus et les parlementaires, les principes communs d'une réforme de la dotation globale de fonctionnement. Nous en avons discuté à la fois au Comité des finances locales et à la Commission des finances du Sénat. Créé en 1979, ce concours budgétaire de l'État aux collectivités locales constitue encore, avec 40 milliards d'euros en 2014 et 36,6 milliards en 2015, le principal élément des dotations aux collectivités. Il a connu bien des bouleversements au fil du temps, ces transformations jouant sur sa composition, sa fonction même et les objectifs poursuivis quant à son allocation. Conçu dès l'origine pour remplacer des recettes fiscales supprimées par l'État, c'est un outil de prise en compte des dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales, prise en compte des manques à gagner suite au transfert de compétences, mais aussi de péréquation de ressources. Pour Madame Pires-Beaune, la DGF doit conserver ses caractères essentiels et je partage cette vision. Mais comment envisager cette réforme de la DGF au moment où les collectivités locales payent un lourd tribut de 12,5 milliards d'euros entre 2014 et 2017 pour répondre au dogme du traité budgétaire européen qui considère que cette réduction de la dépense publique est l'outil qui nous permettra de redresser la situation. Ma question est donc simple. Peut-on de manière responsable concevoir une réforme de la DGF digne de ce nom, s'attaquant aux écarts injustifiés confirmés par la mission? N'est-il pas temps de donner aux collectivités les moyens de leur action pour les services publics indispensables à leur population, quelle que soit leur taille, mais aussi pour l'emploi et le développement des investissements indispensables à la vie de nos territoires? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre André Vallini, secrétaire d'État chargé de la réforme territoriale. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, nous pensons, nous, que c'est justement dans ce contexte difficile que vous décrivez que les inégalités inhérentes à la dotation globale de fonctionnement doivent être corrigées. Les écarts de dotation non justifiés par des écarts objectifs de richesse ou de charges ne sont plus acceptables. Des correctifs ont été apportés, c'est vrai, par le législateur via la hausse de la péréquation, par exemple, notamment cette année. Mais comment viser une meilleure répartition des ressources en fonction de la richesse des collectivités, alors même que près de la moitié des montants de la dotation forfaitaire correspondent à des parts figées et parfois depuis longtemps des compensations historiques qui n'ont plus de pertinence aujourd'hui. C'est dans cette optique qu'une première étape de la réforme de la DGF du bloc communal a été réalisée en loi de finances pour 2015. Elle a permis d'agréger les anciennes composantes de la dotation forfaitaire pour y intégrer la contribution au redressement des finances publiques.
Cette première étape a également permis de rénover les modalités de financement de la péréquation en faisant contribuer toutes les collectivités dont le potentiel fiscal est supérieur à 75% de la moyenne, introduisant ainsi davantage d'équité, de justice et de solidarité dans le financement de la péréquation. Cela n'est pas suffisant, il faut maintenant s'atteler à la recherche d'une meilleure répartition de la DGF en revoyant les critères et les objectifs de cette dotation globale de fonctionnement pour qu'elle soit plus lisible par les élus locaux et plus juste entre les collectivités les plus favorisées et celles qui le sont moins. Merci. Madame la sénatrice. Merci, Monsieur le ministre. J'ai bien entendu votre réponse, Monsieur le ministre. Vous le savez comme moi, la perte de ressources des collectivités territoriales vient quand même d'avoir des conséquences très lourdes pour notre économie. Elle vient d'être chiffrée dans l'analyse faite par l'AMF à une perte de 4,3 milliards. C'est donc très important. Et quant aux premières réflexions, même si je participe au groupe de travail qui réfléchissent, mais ça me semble difficile, quand on a une perte aussi importante de la masse globale, de pouvoir donner des perspectives d'avenir aux collectivités territoriales qui correspondent véritablement à ce qui est nécessaire sur le terrain. Et je voudrais vous dire que les premières modifications de 2015 qui ont peut-être apporté quelques modifications n'ont surtout pas apporté en effet de réponse aux questions qui sont soulevées à la fois au comité des finances locales et dans le travail qui est mené actuellement par Madame Pires-Beaune. Je crois que la question des charges, en effet, portées par les collectivités territoriales et en particulier la situation de leur population qui vient de s'aggraver avec les dernières informations concernant le chômage, sont des choses beaucoup plus lourdes et qui ont bien plus de conséquences que quelques modifications liées au potentiel fiscal, comme on l'a vu dans la démarche de 2015. Je n'ai pas eu l'impression que les écarts que l'on avait déjà constatés avaient été largement modifiés dans le contenu de la DGF 2015, pas de façon marquante. Et quand on perd plus de 20% de DGF dans un certain nombre de collectivités territoriales, même assujetties à la DSU, c'est quand même compliqué. Merci. Vous avez joué les arrêts de jeu, ma chère collègue. La parole est maintenant à Madame la Présidente Michèle André pour le groupe socialiste et républicain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Premier ministre a confié, en effet, comme notre collègue Marie-France Beaufils vient de le dire, à notre collègue députée Christine Pires-Beaune et à notre regretté collègue Jean Germain, la délicate mission de proposer des pistes de réforme de la DGF. Notre collègue est venu devant notre commission des finances le 27 mai, pour nous présenter l'état de ses travaux. Quelques points de diagnostic. Comment expliquer que pour les communes de 20 000 à 50 000 habitants, le complément de garantie est compris entre 0 et 392 € par habitant? Comment justifier que 34 803 communes sur 36 553, soit 95%, soient éligibles à la DSR, qui est supposée être une dotation de péréquation? Christine Pires-Beaune a également présenté 5 pistes de réforme. Créer une dotation universelle de fonctionnement garantie à toutes les communes, renforcer le ciblage de la péréquation dite verticale pour mieux l'articuler avec la péréquation horizontale, créer une DGF des EPCI distincte de celle des communes, créer une DGF locale qui préserve l'autonomie des communes et intégrer le fait intercommunal, réexaminer les critères d'éligibilité et de répartition de la DGF et leur cohérence. Ces pistes devront évidemment faire l'objet de simulations avant de devenir de véritables préconisations. Monsieur le ministre, sur un sujet aussi crucial, aucune piste de réforme ne saurait être écartée. Aussi, les pistes proposées me semblent toutes devoir, sans exception, faire l'objet de simulations. Le Parlement doit pouvoir disposer, comme le gouvernement, d'une évaluation objective lui permettant de décider en connaissance de cause des modalités de la réforme qu'il souhaite mettre en œuvre. Monsieur le ministre, pouvez-vous me confirmer que l'intention du gouvernement est bien d'aider à tirer tout le profit possible de cette mission Pires-Beaune-Germain et de n'écarter a priori aucune des pistes proposées? Merci. La parole pour vous répondre est à Monsieur Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et les sénateurs, Madame la Présidente, je vous remercie de votre question. Je crois que devant une complexité, puisque nous avons là affaire à un sujet complexe, chacun le reconnaît, nous devons chercher plus ce qui rassemble que ce qui pourrait diviser. Qu'est-ce qui pourrait nous rassembler? Vous l'avez dit,
Tout d'abord, la complexité, l'illisibilité, l'injustice de la DGF telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est le fruit de l'histoire, ce n'est pas une réflexion politique. Je crois d'ailleurs que cette difficulté n'est pas de nature à réconcilier nos citoyens avec l'exercice de la politique locale. Deuxièmement, des principes d'égalité afin de donner, vous l'avez également évoqué, un socle, une dotation universelle qui permet à chaque commune d'assurer ses missions régaliennes égalitaires. Ensuite, des modèles de péréquation verticale, on pourra approfondir le sujet. Et là, je crois qu'aussi, et c'est d'ailleurs le Sénat qui a introduit le fameux FPIC, je le dis d'autant plus à l'aise que c'était une autre majorité qui avait accepté de soutenir ce dispositif, qui aujourd'hui, je crois, remet plus d'égalité dans le dispositif. Alors, certes, il faudra des simulations. Je crois que l'engagement du gouvernement, avec l'ensemble des administrations concernées, c'est de fournir le maximum d'informations, parce qu'il faut faire des simulations. Mais je crois que, comme vous l'avez suggéré, nous préconisons de n'écarter aucune des pistes. Aucune des pistes. Il y en a plusieurs, elles sont dessinées. Ce rapport n'est d'ailleurs pas achevé. Je crois qu'il doit s'achever cet été. Il y aura forcément un dialogue sur une question complexe. Il faut conclure. Mais le gouvernement, et je conclus, Monsieur le Président, veut montrer son esprit d'écoute, de dialogue et d'ouverture. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais sans doute faire gagner un petit temps dans ce débat, parce qu'en fait, je souhaitais véritablement entendre de la part du ministre du Budget le fait que nous allions prospecter toutes les pistes. Dans certains espaces, on entend dire que certaines seraient a priori écartées, et je suis heureuse de penser qu'il n'en sera rien. Dont acte, merci beaucoup. Ce sera l'occasion pour la Commission des Finances, Madame la Présidente. Absolument, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Vincent Delahaye pour le groupe Union des démocrates et indépendants, Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les critères de répartition de la DGF sont devenus souvent inadaptés et parfois source d'injustice dans un contexte de réduction drastique des dotations. Ainsi, la réforme annoncée de la DGF pose pour l'instant plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Notons que la réduction des dotations est bien plus douce avec les régions et les départements qu'avec le bloc communal. En effet, les départements et les régions ont bénéficié de transferts des frais de gestion auparavant qui allaient vers l'État, ce dont n'a pas bénéficié le bloc communal. Pourquoi donc frapper lourdement et prioritairement l'échelon local le plus directement sollicité par le citoyen? Et dans le millefeuille territorial, le gouvernement veut-il en priorité la disparition des communes? Deuxième injustice sur laquelle je souhaite attirer votre attention, celle du pilotage de l'intercommunalité par la DGF. En effet, on constate que selon leur statut, certaines intercommunautés sont nettement mieux loties que d'autres. Généralement, il s'agit des plus anciennes et de celles qui sont les plus intégrées. J'ai ainsi pu observer des écarts allant de 1 à 11 en termes de dotation par habitant, contre un écart de 1 à 2 pour les communes. Autant ces écarts pouvaient se comprendre au début de l'aventure intercommunale pour inciter les communes à se regrouper, autant aujourd'hui, avec la fin de la couverture du territoire en intercommunalité, ces écarts ne semblent plus justifiés. Et la prime à l'intégration maximale est fort surprenante. Pourquoi en effet utiliser de l'argent public pour renforcer l'intégration? Celle-ci n'est intéressante que si les communes font des économies d'échelle en mettant en commun des services. Si ce n'est pas le cas, qu'elles s'abstiennent de le faire. Sinon, pourquoi les aider alors qu'elles gagnent de l'argent? Là encore, le gouvernement veut-il subrepticement, sans le dire, la disparition des communes? Alors, dans ce contexte, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me confirmer que la réforme envisagée de la DGF n'aura pas pour but caché la disparition progressive des communes et que cette réforme visera notamment à réduire les écarts de dotation par habitant pour les intercommunalités en refusant de favoriser l'intégration mais en incitant à la mutualisation, source d'économie pour tous? Je vous remercie. Pour vous répondre, ça peut être un duo, mais pour 2 minutes, la parole est à Christian Eckert, secrétaire d'État chargé du budget. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre question, Monsieur le Sénateur. Je crois que vous posez là de réelles questions. Mais poser des questions, c'est parfois aussi essayer d'y apporter des réponses. Je l'ai dit tout à l'heure, j'attends les propositions des différents groupes, des différents acteurs du terrain.
Parce que sur les deux sujets principaux que vous évoquez, vous en évoquez plusieurs. Tout d'abord, la répartition de l'effort de la diminution des dotations. Ce n'est pas le gouvernement qui a décidé seul de la répartition de cet effort. Le comité des finances locales, il en est souvent question, a d'abord refusé de s'engager dans une démarche que nous aurions souhaité plus juste en pesant un peu plus sur ceux qui en avaient le plus les moyens. Et pour prendre un seul exemple, vous savez que la répartition entre les communes et les intercommunalités, si on le prenait au prorata des recettes réelles de fonctionnement, était de 77% du côté des communes et de 23% du côté des intercommunalités. Eh bien, le CFL a décidé de prendre pour 70% les communes et pour 30% les intercommunalités, ce qui a pour effet, et chacun peut le constater, de peser plus aujourd'hui dans l'effort sur les intercommunalités, ce qui me semble pas forcément juste au moment où nous souhaitons la renforcer. Deuxième exemple, vous dites la place de la mutualisation dans les intercommunalités. Le gouvernement y est favorable, je vous le confirme. Renforcer la mutualisation, ce n'est pas la disparition des communes, et je réponds clairement à votre question. Il n'y a pas d'intention cachée, encore moins affichée bien entendu, de voir la disparition des communes. Il y a une démarche, je crois, d'un mouvement de décentralisation qui se poursuit, qui s'amplifie, qui permet de donner plus d'autonomie au niveau des territoires. Nous y reviendrons certainement sur cette proposition, qui n'est qu'une proposition, d'une territorialisation du mode de calcul des dotations à la fois aux intercos et aux communes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Delahaye, mon cher collègue. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, c'est pas en 2 minutes que l'on peut épuiser toute cette question, c'est un peu compliqué, mais le CFL, c'est pas le CFL, Monsieur le Ministre, qui a décidé de transférer des frais de gestion aux départements et aux régions, et donc d'atténuer largement pour elles, et même de compenser, plus que compenser pour elles, la baisse des dotations, et de laisser finalement les communes supporter le gros de l'effort, et c'est le cas en 2014, on aura l'occasion d'y revenir. Ensuite, quand vous dites renforcer l'intercommunalité, moi je parle d'intégration et de mutualisation. Et les deux choses ne sont pas identiques. Donc il faut bien faire la part des choses, souvent on les confond. Et moi je suis pour favoriser la mutualisation. L'intégration, je le disais tout à l'heure, si ça crée des économies d'échelle, je ne vois pas pourquoi on dépenserait de l'argent public supplémentaire pour soutenir des économies d'échelle. Et s'il n'y a pas d'économie d'échelle, on ne fait pas d'intégration. Il faut conclure. Eh bien, j'ai encore du temps. Je ne suis pas encore dans le temps additionnel, Monsieur le Président. Donc, je disais que moi, je suis pour la mutualisation et pas pour l'intégration. Voilà. Je remercie le Parti communiste qui m'a laissé un peu de temps additionnel tout à l'heure. Et la parole est maintenant à notre collègue Philippe Dallier pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, mes chers collègues, je crois que notre débat le démontre. Sur tous les bancs, chacun s'accorde à dire qu'il nous faut une réforme de la dotation globale de fonctionnement et une réforme des mécanismes de péréquation. Illisible, inéquitable pour la DGF, tout le monde en est d'accord, et des mécanismes de péréquation qui sont aussi assez particuliers, puisque une commune de Seine-Saint-Denis comme la mienne peut être éligible à la DSU et contributrice au FPIC. La question qui se pose est de savoir si on peut mener une réforme comme celle-là dans un contexte budgétaire pour les collectivités locales qui va être extrêmement difficile. 12,5 milliards de baisse des dotations pour les collectivités locales. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, je vous le redis, c'est extrêmement difficile à supporter et on voit bien les premières conséquences, la chute de l'investissement des collectivités locales. En France, 70% de l'investissement public, ce sont les collectivités locales, et donc des conséquences sur les secteurs du bâtiment, des travaux publics. Certains vont jusqu'à dire que 0,6% de croissance serait perdue à cause de la baisse de ces dotations. Alors oui, nous devons faire des économies et contribuer au redressement des comptes publics. Mais la question qui se pose, c'est à savoir à quel rythme nous pouvons le faire. Et là, Monsieur le Ministre, je crois que les décisions qui sont prises aujourd'hui vont conduire beaucoup de collectivités locales, les 2/3 des communes en 2017, dans une situation budgétaire extrêmement difficile. Une étude du Sénat l'a démontré. D'ici 2 ans, 66% des communes n'auront plus les moyens d'autofinancer leur investissement et seront dans le rouge. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'endetter
alors que le but, c'est de désendetter le pays. On va augmenter les impôts, alors que le but, c'est effectivement de réduire la pression fiscale. Faire des économies, on en recherchera, mais nous n'en trouverons pas à l'échelle de la baisse des dotations. Alors, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. Oui, à cette réforme de la DGF, elle est nécessaire, et des mécanismes de péréquation, mais il nous faut un moratoire ou un allongement de la période pendant laquelle l'État va effectivement diminuer les dotations en direction des communes. Êtes-vous prêt à cela, Monsieur le ministre? Bien, merci. Pour vous répondre, la parole est à Christian Eckert. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et merci à vous, Monsieur le Sénateur, puisque vous avez dit quelque chose d'extrêmement important et vous l'avez répété 2 fois. Et je crois que nous pouvons nous en réjouir. Vous avez dit oui à une réforme de la DGF. Je crois, de la part de votre groupe, c'est une prise de position extrêmement importante et je l'enregistre comme un point extrêmement positif parmi les choses qui pourraient nous rassembler. Vous avez ensuite mis l'accent sur un certain nombre de choses qui nous divisent. Je ne ferai qu'un seul calcul, si vous voulez, de coin de table. Prenons, admettons, les 12,5 milliards de baisse de dotation que vous évoquez. Elle porte sur une période de 5 ans, puisqu'il y a eu moratoire, 1,5 milliard, puis ensuite 11 milliards sur 3 ans. Ce qui fait 5 ans, Monsieur le Sénateur. Moratoire, 1,5 milliard, plus 3 fois les 3,6 milliards. Ça fait 5 ans. C'est-à-dire une baisse d'environ 6% des recettes réelles de fonctionnement de l'ensemble des collectivités locales, puisqu'elle s'élève à 220, autour de 220 milliards si on additionne ces réponses. 6% sur 5 ans, Monsieur le Sénateur, je crois que dans un contexte, je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que c'est aisé, mais je crois que c'est un effort significatif, mais que cela peut se gérer. Mais la question du jour, c'est surtout, est-il opportun de le faire à ce moment? Je pense que oui. Pourquoi? Parce que dans un contexte où le maître mot, c'est l'hétérogénéité, c'est-à-dire avoir des situations assez confortables, il y en a, et avoir des situations plutôt tendues. Demander le même effort à tous fera qu'effectivement, il y en a qui, c'est formulé comme ça, qui subissent la double peine. Donc je pense qu'il faut effectivement, j'allais dire, rebondir sur cette difficulté collective pour soutenir une réforme de la DGF. C'est ce que vous faites et le gouvernement attend vos propositions. Monsieur Dallier. Monsieur le ministre, pour ce qui concerne la baisse, c'est bien 4 ans. 1,5 milliard dans l'an dernier et 3,6 milliards 2015, 16 et 17. Et ça avait déjà été gelé l'année dernière, je vous l'accorde, Monsieur le ministre, mais la baisse, elle est bien sur 4 ans. Je sais que vous faites ces comparaisons en disant 6% finalement sur 4 ou 5 exercices, c'est pas grand-chose. Mais Monsieur le ministre, pendant que nos recettes baissent, les dépenses, nous pouvons ralentir leur hausse, mais il est extrêmement difficile de les réduire, et vous le savez bien. 60% du budget des communes, essentiellement, ce sont des frais de personnel. Vous savez bien que les communes ne maîtrisent pas l'augmentation du point, le GVT, les augmentations de charges que vous votez ou que le Parlement vote régulièrement. Et puis tout le reste augmente également, l'électricité, le gaz, les frais de télécommunication. Donc nous avons un effet de ciseau, Monsieur le ministre, vous le savez. Donc ça se cumule, la baisse des recettes d'un côté et la poursuite de la hausse des dépenses, même à un rythme inférieur. Donc le Sénat a démontré au travers de son étude que nous allions nous trouver dans une situation très difficile. Il faut que vous en teniez compte parce que sinon, au bout du compte, ce sont les entreprises qui vont trinquer. On nous annonce 30 000 chômeurs de plus dans le bâtiment cette année. Malheureusement, nous ne pourrons que le constater fin 2015. Merci. La parole est au président Jacques Mézard pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Une question pour chacun. Dans notre Haute Assemblée, qui représente constitutionnellement les collectivités locales, et avant que vous ne l'étouffiez par le non-cumul, nous sommes leur voix légitime. Or, ces collectivités et nos concitoyens ont besoin de lisibilité, de simplification et d'équité. Pas forcément d'égalité, c'est impossible, mais d'équité dans une approche globale de leurs ressources, tant au niveau des dotations de l'État que de leurs ressources fiscales. C'est devenu, et vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, incompréhensible et injuste, le premier terme étant la justification trop souvent du second. Cette évolution législative ne peut réussir, il faut le dire, qu'en début de mandat présidentiel, car ceux qui vont percevoir moins et payer plus vont hurler, et ceux qui en bénéficieront seront silencieux.
Le quinquennat, hélas, nous éloigne d'un tel objectif. Le gouvernement a décidé d'une baisse brutale d'ici 2017, 12,5 milliards, et un nombre important, et nous l'avons vu avec notre collègue Dallier dans le rapport que nous avons fait, un nombre important de collectivités seront contraintes de renoncer à tout investissement et d'augmenter la fiscalité locale. Quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter le naufrage de ces collectivités, pas toutes, mais celles qui sont le plus en difficulté, et réaliser une baisse péréquatrice? Avec quel calendrier? Seconde question simple. Confirmez-vous, Monsieur le ministre Vallini, les conclusions du rapport que vous avez commandé à la commissaire à l'égalité des territoires? Je cite: la DGF devrait être un outil d'accompagnement de la décentralisation renforcée de la réforme territoriale, alors qu'il ne pèse actuellement que pour un tiers du budget du bloc communal. Le budget des EPCI doit être renforcé pour atteindre les 2/3 du poids total de ce bloc. Dans cette logique, la DGF pourrait être déterminée exclusivement sur la base de critères calculés à l'échelle des EPCI et versée uniquement à ces établissements publics. Est-ce votre projet? Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Mézard, sur le premier point, la DGF est illisible, vous l'avez dit, je l'avais dit aussi, elle est injuste, il faut corriger ces effets qui renforcent les inégalités parfois entre collectivités locales, alors que ça devrait être le contraire. Et le gouvernement y travaille de son côté, en tenant bien sûr le plus grand compte des travaux de la mission parlementaire conduite par Christine Pires-Beaune et jusqu'à ces dernières semaines par le regretté sénateur Jean Germain. Le comité des finances locales sera évidemment saisi et la Haute Assemblée sera évidemment, comme chambre représentant les territoires, la plus concernée par ce débat. Quant au rapport du CGET, je n'ai ni à le confirmer ni à l'infirmer. Il est sous la signature de la directrice du CGET et de ses collaborateurs. C'est leur avis qui n'engage que ceux qui ont rédigé ce rapport. Le gouvernement, je le répète, ne veut pas anticiper sur les conclusions de la mission parlementaire et surtout sur les travaux des deux chambres du Parlement. Sur les mesures que le gouvernement compte prendre, elles sont nombreuses, elles existent déjà pour éviter à certaines collectivités de renoncer à tout investissement. Et je réponds par là même aussi à Monsieur Dallier. Vous savez que le Premier ministre a reçu l'autre jour, et nous étions là avec Christian Eckert, l'AMF, que des mesures nouvelles ont été annoncées, en plus de ce qui avait été annoncé au mois d'avril en matière de remboursement de la TVA, de prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts pour anticiper le remboursement de l'État en direction des collectivités locales. Un fonds spécial d'investissement pourrait être créé d'1 milliard d'euros pour aider les communes les plus en difficulté. De la même façon que le prêt à taux zéro de la Caisse des dépôts pourrait être pérennisé sur 2 années. Voilà des propositions qui ont été faites à l'AMF. Nous pensons revoir l'AMF, enfin le Premier ministre a proposé au président Barouin de les revoir au mois de juillet. Il y a aussi l'aide aux maires bâtisseurs qui est dotée de 100 millions d'euros pour aider les communes dans les zones les plus tendues à investir dans le logement. Il y a l'augmentation de la DETR qui a été votée en loi de finances, plus 200 millions d'euros. On est passé de 600 à 800 millions d'euros. Bref, beaucoup de mesures qui montrent que le gouvernement est préoccupé par les situations des collectivités locales et les aide à continuer à investir. Monsieur le Président Mézard. Merci, Monsieur le Ministre, mais je constate que nous n'avons pas de réponse précise sur les conséquences de cette baisse de 12,5 milliards. Vous nous dites que le Premier ministre a annoncé 1 milliard pour les collectivités les plus en difficulté. Sur quels critères? On a bien vu la réaction de l'AMF. Parce que vous allez cumuler. Moi, je suis pour la réforme de la DGF, mais vous allez cumuler à la fois la baisse, 12,5 milliards d'euros, une réforme de la DGF avec un calendrier hypothétique et une répartition d'une aide dont on connaît mal les critères aux communes les plus en difficulté. Or, le rapport que nous avons fait avec Philippe Dallier et Charles Guenet démontre qu'il y a une majorité de communes qui vont être en difficulté. Ce n'est pas avec 1 milliard d'euros que vous allez solutionner le problème. Quant au fait que vous n'appliquerez pas forcément les conclusions du commissariat à l'égalité des territoires, je me permets quand même d'avoir toujours un point d'interrogation, parce que jusqu'ici, ce qu'on voit arriver dans les textes, c'est ce qu'il y a dedans. Merci, Monsieur le Président. La parole est à notre collègue Alain Richard. Pour le groupe socialiste et républicain, vous avez la parole. Monsieur le Président, comme d'autres collègues, je voudrais dire que nous sommes nombreux à être engagés dans la réflexion pour cette réforme de la DGF et qu'il n'y a pas débat sur la nécessité de la réaliser compte tenu du diagnostic qu'ont exprimé les deux ministres. Simplement, je voudrais appeler l'attention, en retenant bien ce qu'a dit le ministre Christian Eckert tout à l'heure sur la nécessité d'explorer toutes les pistes, sur la difficulté de mener l'exercice dans le mois qui vient. Car quand nous examinons les critères de répartition qui pourraient remplacer la multiplicité, le cloisonnement des différents critères actuels qui ont tendance à se contredire,
Nous voyons bien que certains, l'idée de la dotation universelle, trouvent assez facilement un accord entre nous, que sur la prise en compte de la ruralité, on voit aussi quels pourraient être les outils. En revanche, sur d'autres facteurs, et notamment sur les modalités de resserrement des inégalités et sur la question des charges de centralité, nous ne sommes pas du tout au bout du travail. Deuxièmement, la réflexion sur ce qui pourrait remplacer la dotation d'intercommunalité actuelle, qui, ça a été très bien dit par Vincent Delahaye tout à l'heure, est quand même le résultat d'un mécanisme d'incitation qui n'a plus d'objet. Les principes mêmes qui doivent guider une nouvelle dotation d'intercommunalité ne sont pas définis, ne sont pas clarifiés entre nous. Troisième observation, lorsqu'on inscrit une réforme de la DGF, surtout de cette ampleur, dans une loi de finances, on se crée à soi-même les conditions de débat les plus restrictives. Et en particulier pour le Sénat, qui verra arriver ce sujet avec un bref temps de débat à la fin novembre. Et donc, je suis obligé de faire une révélation grave devant le Sénat aujourd'hui. Nous sommes le 11 juin. Donc, est-il raisonnable de penser qu'on aura terminé d'ici la présentation du projet de loi de finances l'ensemble de ces débats? Nous avons été quelques-uns à saisir le secrétaire d'État, Christian Eckert, des difficultés de boucler dans un certain délai la révision des bases. Il nous a entendus. Moi, je voudrais plaider auprès du gouvernement pour qu'on se donne un peu plus de temps, certes une ou deux mesures d'évolution vers la justice en 2016, mais que nous gardions l'année 2016 pour finir correctement cette réforme de la DGF dans un climat financier qui sera peut-être un peu éclairci. Bien, pour vous répondre, la parole est à Christian Eckert, secrétaire d'État en charge du budget. Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le ministre Alain Richard. Je crois que le meilleur moyen de ne pas aboutir à une réforme, c'est de commencer par penser qu'on n'aura pas le temps de l'élaborer. Et différents gouvernements, au travers du temps, sur ce sujet de la DGF ou sur d'autres sujets, comme celui de la révision des valeurs locatives, se sont effectivement retrouvés à se dire c'est tellement lourd, c'est pas le moment, on n'aura pas le temps, c'est pas trop. Donc moi je pense que et je sens quelque chose qui bouge, pardon de vous le dire comme ça, je ne suis pas là au-dessus ou en dessous, je suis au milieu, et il y a quelques semaines ou quelques mois, on entendait beaucoup de voix qui disaient pas question de revoir la DGF, pas question, un peu comme certains qui sont assis sur leurs privilèges, qui disaient, parce que c'était souvent ceux-là qui parlaient, qui disaient faisons jouer tous les conservatismes. Alors on trouve toujours une raison pour dire que c'est pas le moment, on est en fin de législature, c'est compliqué, il faut attendre la révision, la fin de la révision des valeurs locatives, on peut trouver plein de raisons. Aujourd'hui je sens, et j'ai bien entendu tout à l'heure le groupe Les Républicains qui disait oui, nous sommes d'accord pour nous engager dans cette réforme. Alors faisons-le résolument. Je crois que nous avons les outils. Je répète que le gouvernement est à la disposition avec les moyens administratifs, les géos, les grands ordinateurs dont nous disposons pour faire toutes les simulations. Et parmi ces questions, et c'est une question qu'il faudra évoquer, explorons la piste d'un mode de calcul d'une dotation calculée, je n'ai pas dit versée, au niveau territorial. Pourquoi? Parce qu'il y a des communes riches dans des intercommunalités pauvres, qui se trouvent parfois moins... donc les communes pauvres sont prélevées par le FPIC, vous avez des situations symétriques et ce n'est pas tenable. Donc il faut travailler sur tous ces sujets avec l'ambition de réussir, et je pense qu'avec la volonté, nous arriverons à tenir des délais compatibles, je l'espère, avec la loi de finances initiale de 2016. Alain Richard. J'enregistre votre espoir, Monsieur le Ministre. Mais je voudrais rebondir sur justement un exemple que vous venez de donner. Le FPIC a été mis en place à l'échelle intercommunale et nous avons été nombreux à en être d'accord. Bon, ça fait maintenant 3 ans qu'on expérimente l'exercice et ces difficultés de répartition interne aux communautés, aux intercommunalités, sur lesquelles nous avons été quelques-uns à vous alerter depuis un moment, n'ont pas encore été surmontées. Ça va plutôt dans mon sens en disant, écoutez, il faut que dans la loi de finances 2016, il y ait des mesures de justice, on en convient, mais si on se donnait l'année 2016, on aurait d'une part la possibilité d'un vrai débat parlementaire. Les échanges qui viennent d'avoir lieu montrent qu'on peut se rapprocher, mais il faut que cette réforme à long terme soit vraiment partagée. Et j'ajouterais quand même une autre observation, c'est que quand on sera en 2016, on verra la fin du prélèvement
pour la contribution à l'exercice, à l'équilibre des finances publiques. Et vous pourrez aussi nous dire quel est le choix du gouvernement quant au mode d'évolution annuel de la DGF, car il n'est pas forcé qu'elle soit toujours en baisse. Merci. La parole est à notre collègue Michel Bouvard pour le groupe Les Républicains. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, personne ne conteste le bien fondé d'une réforme de la DGF, cela a été dit, au regard de sa complexité. Personne ne conteste non plus le bien fondé de la péréquation. Ceci étant, après que Vincent Delay ait insisté sur les effets sur les investissements, après que notre collègue Alain Richard ait parlé des communes qui ont les charges de centralité et de ruralité, permettez-moi d'évoquer la situation des communes touristiques qui ne refusent pas la solidarité, mais qui entendent défendre la compétitivité du tourisme français, comme le souhaite d'ailleurs Laurent Fabius à juste titre. Ces communes sont pour la quasi-totalité soumises à la double peine, une réfaction de la DGF, qui n'était pas prévue au moment où le FPIC a été mis en place, et la montée du FPIC inexorable, qui ampute dans certaines stations entre 2 et 3 millions les ressources, et cela va se poursuivre, privant d'une capacité d'investissement de 20 à 30 millions à un moment où la compétition internationale dans le secteur du tourisme est de plus en plus vive. Alors, messieurs les ministres, mes questions sont simples. La première, comment peut-on avoir une péréquation plus juste ? Je lis uniquement ce que disait la Cour des comptes dans son rapport de cette année sur les finances locales. La péréquation ne s'est pas accompagnée de l'adoption d'un cadre global permettant d'en assurer la cohérence de l'ensemble, d'en évaluer l'efficacité. Elle repose sur un ensemble de dispositifs ajoutés les uns les autres par sédimentation. Et la Cour appelle, dans ses observations et dans ses recommandations, à procéder à des évaluations de niveau de ressources et de charges des collectivités qui s'appuient sur des logiques cohérentes. Entendez-vous, au sein de la DGF, recréer une dotation spécifique des communes touristiques, comme elle existait avant 1995, avec ses propres mécaniques péréquatrices qui incitaient à l'investissement plutôt que de privilégier l'effet de rente dont bénéficiaient un certain nombre de collectivités? Pour vous répondre, la parole est à Christian Eckert. Vous avez la parole, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs, Monsieur le Sénateur Michel Bouvard. Vous évoquez là un sujet qui vous est familier, sur lequel, bien sûr, vous connaissez et vous reconnaissez que les communes touristiques bénéficient déjà d'un certain nombre de dispositions pour tenir compte de la spécificité qu'elles peuvent représenter. Ainsi, d'un point très important, dans le nombre d'habitants pris en compte pour le calcul de la DGF, les résidences secondaires sont prises en compte à la différence, à raison d'un habitant, je crois, par résidence secondaire, ce qui permet, dans les répartitions, d'y voir un avantage certain. J'évoque rapidement la possibilité d'instituer la taxe de séjour, ainsi qu'un certain nombre d'autres dispositions sur le classement de stations classées de tourisme qui permettent, là aussi, d'accéder à des majorations de dotation. Alors, faudra-t-il, puisque c'est votre question, avoir une dotation spécifique pour les communes touristiques? Le Parlement décidera. Vous nous demandez aujourd'hui la position du gouvernement. Le gouvernement reste prudent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si l'on veut créer des dotations pour l'ensemble des communes qui ont un caractère spécifique, je crois que nous allons multiplier les dotations. Les communes de montagne, qui ne sont pas forcément touristiques, vont également demander des dispositions particulières. Je pense à nos collègues d'outre-mer. Nous avons souvent un débat avec le sénateur Patient sur la question de la dotation proportionnelle à la surface et son plafonnement. Les communes inondables, nous aurons bien sûr une créativité qui risque, je crois, de nous faire échapper à l'un des objectifs qui est un objectif de lisibilité et de simplification. Voilà, mais le Parlement y travaillera et je crois que bien sûr il aura à se prononcer sur ces questions tout à fait légitimes. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Bouvard, quelques secondes. Monsieur le Ministre, merci de votre réponse. On ne peut pas dire que le nombre de résidences secondaires soit représentatif partout des lits, de même que le produit de la taxe de séjour couvre parfois à peine les investissements qu'il faut faire en matière de sécurité dans une station. Pour autant, ce que je veux rappeler, c'est qu'une station touristique, c'est une commune plus une entreprise.
que ces stations sont soumises aujourd'hui à une concurrence internationale, singulièrement dans les secteurs de montagne, qui est très vive, avec l'Autriche, avec l'Italie, avec la Suisse, parce que dans ces pays, les communes ne sont pas forcément autorités organisatrices en matière de gestion des domaines touristiques. C'est ce qui fait la différence avec la France. Je pense que ceci mérite d'être pris en compte si nous voulons que le tourisme continue à apporter son écho en termes de création d'emplois et surtout en termes de redressement des finances publiques. Merci, mon cher collègue. La parole est à notre collègue Vincent Eblé pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues. L'avancée des travaux du Comité des finances locales nous a permis de comprendre qu'il était envisagé de distinguer la réforme de la DGF du bloc communal de celle des autres collectivités. Nous partageons ici, sur tous les bancs, la nécessité de faire cesser les inégalités qui perdurent au détriment des communes modestes, mais il convient également de se préoccuper de la situation des départements. Celle-ci illustre bien le vieillissement des mécanismes actuels de la DGF, qui a cristallisé des situations héritées de l'histoire, sans prendre en compte le développement et la dynamique des territoires. Si l'amplitude d'écart de la DGF versée aux départements est inférieure à celle des communes, cet écart n'en est pas moins extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement des compétences contraintes qu'exercent les conseils départementaux, en particulier dans le champ des solidarités. Permettez-moi de prendre l'exemple de mon département, dont la DGF est anormalement faible. En 2014, alors que le potentiel financier de la Seine-et-Marne est inférieur au potentiel financier moyen des départements, la Seine-et-Marne a reçu une DGF par habitant de 113 €, alors qu'elle est de 152 pour les Hauts-de-Seine, qui disposent pourtant d'un potentiel financier infiniment supérieur. Comment cela est-il possible? Ce très faible niveau de DGF en Seine-et-Marne trouve son origine dans les ajustements historiques des mécanismes de répartition de la DGF qui sont venus cristalliser des situations existantes. L'intégration en son sein de dotations et de compensations, auparavant indépendantes, a figé les écarts de richesse. Ainsi, les départements sont aujourd'hui financés par ces dotations selon des situations non actualisées qui datent par exemple de 1999, soit il y a 16 années, date de la réforme de la taxe professionnelle par la disparition de la part salaire. C'est donc la dynamique économique et démographique des territoires, j'y suis, qui n'est pas prise en compte et qui est pénalisée. C'est extrêmement préjudiciable sur le plan économique, sur celui de la croissance, sur le plan de la mobilisation des territoires qui ne sont plus intéressés à leur propre développement. Je vous remercie de me dire si vous partagez cette analyse. Nous réclamons une réforme des mécanismes de répartition de la DGF des départements sur le même calendrier que celui des autres échelons territoriaux. J'aimerais connaître également sur ce dernier point votre avis. Pour vous répondre, de moins de 2 minutes, André Vallini. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Eblé, c'est vrai que nous pensons qu'il faut commencer par le bloc communal en matière de réforme de la DGF, parce que c'est d'abord la partie la plus importante de la DGF, 22,9 milliards sur 36 milliards, 60%, et c'est aussi parce que c'est là que les injustices, les inégalités sont les plus fortes. C'est donc avec l'accord des départements de France, de l'ADF, que nous pensons reporter la réforme de la DGF départementale au 1er janvier 2018. Pour autant, Monsieur le sénateur, le gouvernement est très conscient des problématiques que vous avez exposées, notamment celle de la Seine-et-Marne, en la comparant, cette problématique, à celle des Hauts-de-Seine, département très favorisé par rapport à la Seine-et-Marne qui est défavorisée par les mécanismes actuels de la DGF. Si nous n'avons pas prévu de réformer tout de suite la DGF des départements, nous avons pris des mesures, vous vous en souvenez, dès juillet 2013, ce qu'on a appelé les accords de Matignon, pas ceux de 1936, ceux de 2013, qui concernaient notamment la compensation des 3 allocations individuelles de solidarité. Et comme président de conseil général à l'époque, je m'en étais sans doute comme vous réjoui. En 2015, en outre, et comme pour les communes, la DGF des départements a été simplifiée par l'agrégation de la dotation de base et du complément de garantie, et elle continue à tenir compte des évolutions de la population. La péréquation verticale continue quant à elle de progresser, plus 20 millions d'euros pour les départements, soit plus 1,4%, pour atteindre 1,443 € en 2015. Idem pour la péréquation dite horizontale, les départements les plus pauvres bénéficient de l'augmentation de 30 millions d'euros des ressources du Fonds national de péréquation de la CVAE des départements, portant son volume total à 86 millions d'euros. Si vous pouvez conclure. Oui, Monsieur le Président. Vous voyez que le gouvernement est très conscient des problèmes des départements, mais nous pensons néanmoins qu'il faut commencer par la DGF communale, tout en aidant les départements. Quelques mots, notre collègue Eblé, pour permettre à... Juste pour réagir à la mention qui est faite d'une position de l'ADF, dans cette affaire, nous travaillons à somme nulle. Ceux qui gagnent
le font au détriment de ceux qui vont perdre. Donc évidemment, il y a 50% des collectivités concernées qui sont contre la réforme. Mais nous parlons de péréquation, nous faisons exactement l'inverse. L'État donne plus aux riches qu'aux pauvres. Il est urgent de conduire cette réforme. Mon cher collègue, je souhaite informer le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi modifiant la loi du 2 juillet 2014 relative à l'octroi de mer est parvenue à l'adoption. Voilà pour ces questions cribles thématiques consacrées à la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Vous avez pu l'entendre, dans l'ensemble, les parlementaires ont parlé d'une voix unie, et cela quel que soit leur groupe politique, pour dénoncer le contexte très difficile dans lequel s'inscrit cette réforme. Ce contexte, c'est celui d'une baisse des dotations de l'État aux collectivités. La sénatrice communiste Marie-France Beaufils a ainsi parlé, et je la cite, du lourd tribut payé par les collectivités pour répondre au dogme de Bruxelles. Elle a aussi réclamé que les écarts injustifiés entre les collectivités soient compensés à l'occasion de cette réforme. C'est le secrétaire d'État André Vallini qui lui a répondu tout à l'heure dans l'hémicycle. Il a répondu affirmativement. Il a appelé à une dotation globale de fonctionnement plus juste, plus lisible. Il a également rappelé que lors du dernier projet de loi de finances, il y avait déjà eu des efforts effectués en la matière, notamment en matière de péréquation. Notons également que les sénateurs se sont exprimés sur les différents échelons des collectivités, régions, départements, mais aussi et surtout communes. C'était l'objet de l'interpellation du centriste Vincent Delahaye qui voit dans cette réforme une future disparition des communes orchestrée par le gouvernement. C'est Christian Eckert qui a alors répondu. Il a rétorqué que la répartition des efforts dans la diminution des dotations n'avait pas été décidée par le seul gouvernement, mais également par le comité des finances locales. Enfin, on peut également noter l'intervention de Philippe Dallier, sénateur Les Républicains, maire des Pavillons-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Une intervention remarquée, très applaudie, puisque l'élu a brandi le spectre d'une baisse de l'investissement public très dommageable à la croissance avec cette baisse des dotations. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. À 16h, eh bien, vous pourrez voir Affaire à suivre sur le business des férias à Nîmes, un reportage de Nora Hamadi. Quant à moi, je vous retrouve à 18h pour la suite des travaux du Sénat et l'audition de Jean-Claude Amezen, président du Conseil consultatif national d'éthique. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.